53 mesures pour mieux prévenir et mieux sanctionner les violences faites aux femmes. Aurore Berger dépose une loi cadre en cette journée internationale de lutte contre les violences. Plus de 150 femmes sont mortes depuis le début de l'année, selon le décompte de nous toutes, dont 88 qui sont mortes sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint. Je vous propose d'écouter justement la ministre déléguée à l'égalité hommes-femmes, Aurore Berger, qui était l'invitée ce matin des 4 vérités de France 2. La semaine dernière, 6 femmes ont été assassinées, 4 dans la seule journée de jeudi. 4 qui n'avaient rien à voir. Elles ne sont pas du même département, elles ne sont pas du même milieu social, elles n'ont pas le même âge. Leur seul point commun, c'est qu'à un moment, elles ont déclaré à un homme « je te quitte ». Et qu'il y a donc encore des hommes en France pour considérer que les femmes leur appartiennent. Voilà, on va évidemment entendre nos invités sur ce sujet. Bonjour à vous, merci de nous avoir rejoints sur France Info. Charlotte Saint-Aroman, vous êtes directrice exécutive d'ONU Femmes France, justement. Bonjour maître. Vous êtes justement Iséline Fourtic-Dutarde, avocate et coprésidente du collectif Ensemble contre le sexisme. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Et puis Noémie Schulz, notre spécialiste police-justice, est également avec nous en plateau. Avant de vous entendre, mesdames, évidemment, on va revenir parce que pour que les choses changent, eh bien, il faut embarquer les hommes et les entendre aussi, d'où cette tribune d'ailleurs que vous avez publiée avec ONU Femmes France. Le silence des hommes doit cesser. Une femme sur 3 subit au cours de sa vie des violences commises dans plus de 90% des cas par des hommes. En ce qui concerne les viols, ce sont même dans 97% des cas et dans 96% pour les agressions sexuelles. Bonjour à vous Bruno Solo et merci d'être avec nous. Vous êtes acteur et vous êtes l'un des signataires parmi ces dizaines d'hommes justement de cette tribune. Vous faites partie de ceux qui ont osé prendre la parole. Qu'est-ce qui vous a convaincu à parler d'abord? Et puis aussi, comment vous expliquez la frilosité des hommes justement à prendre la parole publiquement sur ce sujet? Bonjour déjà et merci de me donner la parole. Effectivement, le combat des femmes, moi c'est quelque chose sur lequel je suis engagé depuis de nombreuses années, mais avec le rayonnement de cette tribune d'ONU France Femmes, peut-être que ça va enfin remuer certains logiciels. Parce que c'est ça en fait, c'est qu'il y a depuis des années des hommes qui sont confortablement installés. Alors je ne parle même pas effectivement des agresseurs potentiels, des violeurs, de ceux qui ont la culture du viol, de ceux qui ont une sorte de misogynie rampante comme ça. Je ne parle même pas de cela, je parle tout simplement d'hommes qui sont confortablement installés dans leur certitude, persuadés que finalement tout ça n'est pas si grave et que ça ne les concerne pas. D'ailleurs, un des premiers arguments qu'il propose aux femmes lorsqu'elles témoignent, même devant eux, dans le cadre privé, c'est oui, mais pas tous les hommes. Ce qui est vraiment une défense stupide et infantile presque. Et ce silence, il est coupable pour vous? Oui, ce silence est coupable. Ce silence est coupable puisque de toute façon, ce qui arrive aux femmes à travers le monde, et on va rester focalisé sur la France, de toute façon, c'est de la responsabilité des hommes. C'est les hommes qui peuvent faire changer cela. C'est pas les femmes. Les femmes, elles savent exactement sur quoi elles s'engagent. Elles ont depuis quelques années, depuis #MeToo, le courage et de pouvoir parler. Ça ne veut pas dire qu'elles sont nécessairement très écoutées, notamment par les pouvoirs publics. On pourra parler aussi, j'imagine que vous en parlerez en plateau, de ce qui se passe en Espagne, par exemple, où il y a une vraie volonté des pouvoirs publics de s'être emparés du sujet. Du coup, 35% de diminution des féminicides et des agressions dans ce pays. Donc, il y a des solutions politiques. Mais avant qu'il y ait des solutions politiques, il faut qu'on sente un mouvement de fond de la part des hommes qui prennent conscience que ce sujet les concerne en premier chef. Vous avez rappelé les chiffres. C'est quasiment 100% des agressions commises sur les femmes en France. Ce sont des hommes, évidemment. Ce sont des hommes, donc c'est à nous de nous prendre en main, c'est à chacun d'entre nous de prendre conscience de cela. Quand on disait qu'il y avait des dizaines de signatures, c'est encore trop faible, il faudrait qu'il y en ait des centaines de milliers. Il faudrait que ça soit le sujet de chaque homme, chaque jour, lorsqu'il se lève. Et c'est sur des choses aussi quotidiennes que les blagues sexistes, que les petites remarques et tout. J'entends parfois des hommes dire « oui, mais alors on n'a plus le droit de rien dire ». Mais on n'avait pas le droit de le dire avant les remarques sexistes et humiliantes à une femme. On n'avait pas le droit de le dire. Sauf qu'il y a des femmes qui ne réagissaient pas. Aujourd'hui, potentiellement, elles peuvent réagir. Et ça gêne les hommes. Comme si dans leur quotidien, ils allaient avoir un manque quant au fait de ne pas pouvoir avoir des remarques sexistes. Moi, je ne crois pas que ça manque à la vie d'un homme de ne pas avoir de remarques sexistes. En revanche, effectivement, on peut admettre qu'avant #MeToo, il y avait encore des hommes qui n'avaient pas tout à fait tous les éléments. Aujourd'hui, il y a de la littérature, des sujets, des documents, des documentaires, des émissions comme la vôtre, sans être des tribunes. Il n'y a plus un homme qui peut se cacher derrière l'idée que donnez-moi les codes, expliquez-moi comment on doit faire. Tout simplement, ne pas avancer devant les femmes, ni derrière, c'est pas ce que réclament les féministes, mais sur la même ligne, dans la même harmonie, dans la même vision. Si on avance en compagnie
de nos mères, de nos Oui. sœurs, de nos compagnes, de nos petites amies, de tout ce qu'on veut, eh bien on résoudra le problème. Et donc, il y a des solutions, et la tribune, c'est juste un déclic peut-être, j'espère, pour beaucoup d'hommes qui de temps en temps vivent même dans le déni de cette histoire et qui pensent que tout ça est une affaire de féministes. Non, c'est pas une affaire de féministes, c'est une histoire d'humanité. Et pour de être digne société, d'être un ouais. être humain, il faut s'engager. Et Voilà. c'est ce que j'allais vous dire, donc vous invitez tout le monde à ouvrir les yeux sur le côté systématique de ces violences sexistes et sexuelles. Quand on dit... La culture du viol, le déni, l'idée du consentement, toutes ces choses-là, voilà, l'éducation de nos garçons. C'est ce que j'allais vous dire, Bruno Solo. On entend souvent protéger vos filles, mais plutôt éduquer vos fils. Ça commence dès le plus jeune âge. Vous vous rendez compte qu'on est obligé d'imaginer que quand nos filles, j'ai une fille, sort le soir, on pense à sa protection plutôt qu'à l'éducation de nos garçons. Moi, très tôt, je ne dis pas que je suis le seul, mais je fais partie de ces hommes qui ont éduqué mon fils, notamment, qui est un garçon remarquable, justement, à tout cela. Je savais qu'il allait avoir un accès libre à la pornographie, par exemple, comme on peut y avoir accès aujourd'hui au travers des portables, etc., et des réseaux, etc. Donc, il faut leur en parler. Il faut leur dire que ça n'est pas ça, la tendresse, que ce n'est pas ça l'amour, que ce n'est pas ça les rapports hommes-femmes. Mais pour qu'il y ait cette éducation, il faut aussi qu'on donne des outils aux gens qui sont démunis face à ce discours qui peut être cru, qui peut être difficile. Et pour trouver les mots, il faut qu'il y ait une éducation. Il faut que sans cesse, on rappelle aux gens, ceux qui savent, ceux qui ont les moyens, de dire à ceux qui en ont moins, aux hommes qui en ont moins, et dans les familles, de donner les outils et les mots pour pouvoir justement s'engager sur ce terrain. L'éducation de nos fils, elle est essentielle, parce qu'on fabrique des bombes à retardement, pas pour tous, mais pour un nombre suffisamment conséquent pour qu'il y ait 140 femmes qui soient mortes sous les coups de leur mari depuis le début de l'année. Voilà. Et il faut embarquer toute la société. Merci infiniment de votre témoignage, Bruno Solo. Merci d'avoir signé cette tribune donc, qui est parue aujourd'hui, qui est à paraître dans Le Monde cet après-midi, qui est déjà d'ores et déjà sur le site internet. En tout cas, donc on le disait, pour en tout cas commencer à lutter contre ces violences sexistes et sexuelles de manière peut-être un peu plus efficace, Aurore Bergé a annoncé donc une loi cadre qui contient 53 mesures. Et cette loi cadre, elle espère qu'elle sera inscrite à l'ordre du jour parlementaire dès que possible. C'est ce qu'elle souhaite, Aurore Bergé. Alexandre Hébert, bonjour. C'est un texte réclamé de longue date par les associations féministes et qui clairement durcit le ton. Oui, et cela commence dès le dépôt de plainte de la victime, puisque le texte prévoit l'obligation pour les juges de motiver systématiquement leur décision lorsqu'ils classent sans suite une plainte dans ce type d'affaires. L'idée, c'est que les victimes puissent avoir accès à l'information sur la raison pour laquelle leur plainte a été classée sans suite. Et puis, les recours possibles doivent leur être communiqués de la meilleure manière possible en cas justement de classement sans suite. Cela prévoit aussi, ce projet de loi cadre, l'enregistrement des victimes dès le premier témoignage, et ce pour leur éviter d'avoir à répéter plusieurs fois leur histoire tout au long de la procédure et donc de revivre en boucle un événement potentiellement traumatique. Mais surtout, le texte prévoit de mieux prendre en compte la diversité de ces violences, notamment au niveau de ce qu'on appelle le contrôle coercitif exercé par certains conjoints, c'est-à-dire par exemple l'interdiction de posséder un compte bancaire, la traque par GPS ou encore l'interdiction de certaines fréquentations. L'idée ici, ce serait d'avoir une qualification juridique à ces comportements qui sont aujourd'hui assez difficiles à faire condamner, car il faut en fait les raccrocher à d'autres délits comme par exemple le harcèlement moral. Et puis le texte cherche aussi à mieux lutter contre la prostitution en ligne. Il prévoit notamment de qualifier de proxénètes les managers entre guillemets des femmes qui exercent ce type d'activité sur des plateformes de diffusion de vidéos en ligne. Et puis enfin, le texte prévoit aussi un volet pour une meilleure formation des professionnels de santé et des forces de l'ordre à ce sujet, même si pour l'instant sur ce volet précis c'est encore assez flou, il faut le dire. Merci beaucoup Alexandre Hébert pour toutes ces explications. Maître, vous avez travaillé, si je ne me trompe pas, justement sur l'élaboration de cette loi cadre. Elle est nécessaire pour faire évoluer les choses et notamment la réponse judiciaire. Oui, tout à fait. Alors moi, je n'ai pas travaillé sur exactement l'élaboration de la loi cadre proposée par la ministre aujourd'hui, et je l'en remercie. J'ai travaillé à l'élaboration de la proposition de loi cadre intégrale contre les violences sexuelles et sexistes, qui a été présentée hier à l'Assemblée nationale par une coalition de parlementaires emmenée par Céline Thibault-Martinez, qui a réuni en fait dans ses travaux une coalition féministe et enfantiste, laquelle a travaillé pendant de nombreux mois pour déployer de très 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 nombreuses mesures. Certaines sont reprises. Certaines sont reprises tout à fait par la ministre, et on ne peut que s'en féliciter, puisqu'il s'agit de mesures qui ont été largement expérimentées par les associations, qui viennent de cette expertise
de terrain dont nous avons profondément besoin pour éradiquer les violences sexuelles et sexistes. Donc nous, on espère que la reprise de ces mesures par la ministre permettra effectivement une inscription dans les meilleurs délais au calendrier législatif. Alors évidemment, les violences faites aux femmes, elles prennent plusieurs formes. Sur France Info, on a décidé de s'intéresser aujourd'hui à celles qui ne sont pas forcément physiques, parce que derrière les violences physiques se cachent des violences psychologiques, des violences invisibles sur lesquelles donc, on a décidé de se pencher. Déjà, qu'est-ce qu'on appelle ces violences invisibles, Charlotte Saint-Aroman ? Merci déjà de cette invitation et de porter ce sujet à l'attention de tous parce qu'il est très important. En effet, les violences silencieuses, ce sont les violences qu'on ne voit pas et qui sont pourtant pernicieuses et qui mènent très souvent à des violences physiques et sexuelles pour la plupart du temps pour les femmes. Ce sont des violences qui prennent différentes formes. Vous avez évidemment les violences psychologiques qu'on connaît, souvent de la part d'un partenaire ou un ex-partenaire pour les femmes. Vous avez les violences économiques qui sont très fortes, très pernicieuses également. Une forme de contrôle. Une forme de contrôle. Elles empêchent les femmes de pouvoir s'éloigner souvent de l'auteur des violences potentielles ou violences déjà subies. Vous avez les cyberviolences. On voit une recrudescence très forte, une augmentation très forte, notamment du masculinisme et puis des traques sur Internet, différentes façons. Indépendamment de la cyberviolence sur les réseaux, vous avez la cyberviolence d'un mari qui peut suivre sa femme avec un GPS et contrôler ses mouvements. La harceler aussi et contrôler sa présence sur les réseaux sociaux. Vous avez également la violence sociale qui consiste à isoler une femme de son réseau social et elle ne pourra donc plus se tourner vers ses amis, vers ses proches et vers des recours pour s'éloigner de ces situations de violence. Donc ces violences silencieuses, elles sont très importantes et merci d'avoir porté ce sujet à nouveau parce qu'on ne les voit pas et pourtant elles sont le fondement précis des violences physiques. Et ce sont les plus communes, surtout ce sont celles presque que toutes les femmes ont connues à un moment ou un autre dans leur vie. Oui, et ce qu'on constate notamment pour avoir fait un certain nombre couverts, un certain nombre de procès d'hommes jugés pour avoir tué leur compagne ou ex-compagne, ou ce qu'on appelle maintenant des féminicides, il arrive régulièrement que ces hommes n'aient jamais porté physiquement la main sur leur compagne avant l'acte ultime qui va être le coup de couteau ou le coup de feu et qui donc n'avaient pas été violents physiquement avant de les tuer. En revanche, quand on décortique la relation que ces hommes entretenaient avec leur compagne ou ex-compagne, il y a dans 100% des cas ce qu'on appelle ce fameux contrôle coercitif ou ces violences psychologiques, mais qui n'étaient pas forcément visibles de l'entourage. Oui. Et c'est ça qui effectivement doit être mieux pris en compte. Ce sont des actes que si vous les prenez isolément, peuvent sembler un peu anodins. C'est du dénigrement permanent, c'est le fait de vous interdire d'avoir un compte bancaire à vous, mais uniquement un compte joint, et de devoir renseigner, expliquer chaque dépense que vous faites. C'est le fait de vous traquer, de vous suivre, de vous mettre dans un GPS, en tout cas de pouvoir vous suivre à distance, de pouvoir suivre tous vos déplacements. Et ça, effectivement, c'est présent dans tous les cas de féminicide. Alors que les violences physiques, ça n'est pas toujours le cas. Oui. Et le message qu'il est important de faire passer, c'est qu'un homme peut n'avoir jamais frappé sa femme, et puis le jour où il est quitté, la tuer. Mais dans ces cas-là, il y avait quand même tout un tas de signaux avant le passage à l'acte. Et c'est vrai que ces contrôles, les contrôles économiques, les contrôles des comptes, le contrôle financier, des documents aussi, de l'accès à certains documents administratifs, c'est une forme d'emprise déjà. Bien sûr, c'est une forme d'emprise, mais déjà, je voudrais rappeler, je pense que c'est important de le dire, que les violences psychologiques, l'emprise sont déjà réprimées par le code pénal, donc c'est nécessaire de les prendre en compte effectivement dans l'appréhension des violences. Mais je voudrais peut-être rebondir sur ce que vous avez dit. En matière de lutte contre les violences faites aux femmes, il n'y a pas de signal faible. C'est un mot qu'on utilise... Pardon, c'est moi qui ai employé ça. Non, mais c'est pas du tout pour vous en faire le reproche, mais c'est juste que je voudrais qu'on puisse aussi dire qu'aucun signal n'est faible en la matière. Chaque signal est un signal d'alarme, un signal qui doit alerter la potentielle victime, mais également ses proches et tous les professionnels qui l'accompagnent. Et jeudi 20 novembre, 4 femmes ont été tuées sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint. La ministre en parlait, elle s'appelait Mélina, Laure, Élodie, Béatrice. Sur l'un de ces féminicides, il y avait une dégradation du véhicule, il y avait une surveillance constante exercée par son ex-conjoint sur elle. Il y avait eu des plaintes. Ça tombe sous le coup du harcèlement déjà. Bien sûr, ça tombe sous le coup du harcèlement. Et il y avait eu des plaintes qui avaient été formées par la victime. Et force est de constater que la police, la justice ont échoué à la protéger.
pour 2 autres des auteurs de féminicide du 20 novembre, ils avaient été précédemment condamnés pour violence conjugale. C'est pour ça que je pense que c'est important de considérer qu'en la matière, aucun signal n'est faible, que les parcours de vie des victimes de féminicide, mais également des auteurs de violence, nous en disent beaucoup sur l'issue fatale des événements, et que les protéger, ça nécessite un volontarisme politique très important, bien plus important que ce que nous observons actuellement, et ça nécessite des moyens. Et ça, je voudrais terminer là-dessus, mais les moyens, c'est le cœur de la lutte. On va y contre les revenir, violences. bien évidemment. Selon le dernier rapport d'ONU Femmes, justement, le domicile reste le lieu le plus dangereux pour les femmes, avec 60% donc des féminicides qui sont commis par un proche. Et bien, notre reporter Mohamed Mezrahi a rencontré Sandrine Lebossé. C'est une ancienne victime de violences conjugales. Elle est désormais militante et elle lui a raconté des années, vous allez entendre, d'emprise psychologique, de contrôle permanent et d'humiliation. Les violences sont arrivées très, très rapidement. Beaucoup de jalousie dès le départ, du contrôle et de la jalousie. Et les premiers coups sont arrivés à 6 mois de relation. Donc ça a été extrêmement rapide. Les violences physiques, c'est juste la partie visible de l'iceberg. Avant les violences physiques, il y a toujours de la violence psychologique. On isole la personne parce qu'en étant isolé, on est d'autant plus vulnérable. Et en plus, on ne va pas avoir cette vision de se rendre compte des choses parce qu'il y a l'emprise, il y a le système d'emprise. J'ai vécu tout le temps avec un téléphone dans la main. Parce que si j'avais le malheur de louper un appel, je faisais quoi? J'étais avec qui? Je discutais avec qui? Parce que moi, c'était toujours le même leitmotiv. C'était il était persuadé que je le trompais, simplement, il n'arrivait pas à m'attraper. Lorsqu'au final, j'ai toujours été fidèle et que la vie a montré que c'est lui qui a été infidèle et que j'ai découvert 2 infidélités. Et je pense qu'il y en a même eu d'autres. Donc en fait, il y a beaucoup de choses qui se jouent en miroir. On nous reproche il reprochait ce que lui faisait. Alors, elle a finalement réussi à s'extraire de cette relation. Elle s'est engagée dans la prévention et l'accompagnement des victimes. Et ces violences, elles ont longtemps été, et elles le sont encore parfois, impossibles à nommer, justement parce qu'elles sont encore plus difficiles à faire reconnaître. Charlotte? Tout à fait, elles sont difficiles à faire reconnaître. Et c'est aussi, je pense, une responsabilité globale de la société. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons, pour cette grande campagne Orange the World qu'on lance tous les ans entre le 25 novembre, qui est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, et le 10 décembre, on lance toujours 16 jours de lutte et de marche contre ces violences. Et cette année, on a choisi de donner l'opportunité aux hommes de s'exprimer parce que nous avons tous une responsabilité pour nommer ces violences, les dénoncer. Parce que parfois, les hommes peuvent ne même pas comprendre qu'ils ont mis en place un mécanisme d'emprise. Il y a beaucoup d'hommes, par exemple, qui contrôlent les finances de leurs femmes. Ce n'est pas forcément volontaire. Et d'ailleurs, ce n'est pas forcément amené d'autre chose, d'une autre forme d'emprise. Malgré tout, c'est déjà de l'emprise. Il faut peut-être aussi éduquer à cela, à l'indépendance de la femme sur tous les domaines de sa vie. Tout à fait, exactement. Et c'est un des rôles d'ONU Femmes, c'est d'éduquer les hommes et aussi les jeunes garçons. Et Bruno Solo en parlait à l'instant. Éduquer les garçons et les petits garçons. Ça commence au collège, ça commence même dans la cour de récréation. Éduquer les hommes et les enfants et leur faire comprendre quel est l'impact de leurs actes sur les petites filles et leur expliquer que chacun a sa place, mais qu'ils doivent respecter. Ils doivent s'intéresser, il faut les éduquer au consentement, il faut les éduquer simplement à l'égalité, leur indiquer qu'une sœur a la même place que son frère, une femme que son mari. Et que c'est tout à fait... ça ne leur enlève rien. Et c'est vraiment l'impact très fort que nous avons vu dans cette tribune, de pouvoir faire comprendre aux hommes, non pas de façon accusatrice, mais de façon, au contraire, en termes de responsabilisation, leur donner cette responsabilité de comprendre et d'agir pour laisser leur place aux femmes et surtout lutter contre les violences pour les protéger et les laisser s'épanouir de la meilleure façon. Maître, peut-être vous avez quelque chose à ajouter dans ce que vous pouvez entendre dans les audiences aussi, justement, sur le rapport qu'ont les hommes avec le couple, par exemple, dans l'intimité du couple. Est-ce qu'ils se sentent tout permis? Est-ce que pour eux, finalement, prendre l'ascendant sur la femme, c'est quelque chose presque d'intégré? Mais ce qu'on se rend compte dans le traitement judiciaire des violences faites aux femmes, c'est que les hommes ont un véritable problème à envisager la liberté des femmes et à envisager qu'eux puissent être bénéficiaires de privilèges, des privilèges de la domination masculine, et qu'ils sont absolument incapables, trop souvent, de reconnaître leurs responsabilités dans les violences qui sont infligées dans les violences faites aux femmes qui sont infligées à l'ensemble des femmes de notre société. Donc effectivement, les hommes doivent arrêter de se cacher les yeux, de faire preuve d'aveuglement sur ce sujet et reconnaître que la responsabilité en matière de lutte contre les violences faites aux femmes est collective et que nous avons besoin de l'engagement de chacun et chacune pour les éradiquer.